Salut à tous, bienvenue dans les déraillés, bienvenue dans ce nouvel épisode post-championnat du monde. On va un petit peu débunker tout ce qui s'est passé ce week-end. On va peut-être rapidement parler des championnats d'Europe, mais vraiment on va se concentrer principalement sur les championnats du monde. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur la course femme ou la course homme. Bon Clément, t'as passé un bon week-end? Bon week-end, deux belles courses. Un petit peu déçu par certaines équipes ou certains coureurs. Bon, de toute façon, on va en parler pendant ce podcast. Du coup, hâte. Ouais, peut-être qu'on peut commencer par la course femme. Je vais peut-être, si tu veux, emboîter le pas. Grosse surprise de toute façon, hein, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a écrit, grosse surprise, hein, avec notre chère Québécoise qui a de 24 ans qui a pu ravir la victoire. Euh, Victoire intelligente sur la stratégie qu'elle a suivie. Elle était sûrement effectivement dans un très grand jour. Un peu déçu pour Fischer Black qui méritait aussi peut-être ce titre de champion du monde et on la voit un peu plus souvent le long de la saison. Mais donc du coup, voilà, voilà, le Canada qui va passer dans une nouvelle classe et en plus l'année prochaine les championnats du monde sont chez eux. Donc c'est une belle image. Moi, effectivement, ça fait partie de la course où j'ai peut-être été un peu déçu parce que bah, les favorites sont tellement regardés. Après, je pense que on va en reparler. Le circuit, au final, il a été ultra sélectif chez les femmes comme chez les hommes. Et bon, bah, Pauline Ferrand-Prévot qui sera pas au championnat d'Europe de la course en ligne parce qu'elle est malade. Je pense que on avait les prémices de ça, donc on a peut-être pas bien misé pour l'équipe de France. Mais ouais, des favoris qui ont été hyper décevantes hein, sur la course en ligne femme, hein. Oui, c'est ça. Parce que bon, on peut rien enlever à la victoire de Magdalene Vallière. Elle a fait sa course. Elle a été, comme tu l'as dit, intelligente. Mais c'est vrai qu'on peut être déçu de la course des favorites, que ce soit des Italiennes, des Françaises ou des Néerlandaises. Hum, Donc, je le rappelle, très belle course de la Canadienne, hein, c'est pas, on lui enlève rien. Fisher Black, Mavi Garcia aussi, magnifique course. Elles sont parties, il y a eu du panache. Mais c'est vrai en fait, alors je vais partir sur la stratégie de l'équipe de France. C'est pas forcément ceux qui m'ont le plus déçu, parce que Non, non, non. c'est ceux qui ont tenté. Mais qu'est-ce qu'ils ont mal tenté? Euh, alors déjà, je vais commencer par, alors on va zapper tous les premiers kilomètres de la course, on va quand même se concentrer au moment où ça commençait vraiment à partir, tout ça. En fait, à un moment, Cédric Carbol, elle a eu lancé plusieurs attaques. Aucune n'a été réellement concluante. Elle a Ouais. essayé de partir dans aucune. Mais en fait, fallait pas qu'elle attaque. Fallait qu'elle roule et qu'elle mette un tempo devant. Et elle tente une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à chaque fois, c'était des coups, soit qui partaient au mauvais moment parce que du coup, tout le monde a réussi à suivre, soit elle avait pas assez de jus pour lâcher le groupe. Donc à ce moment-là, si elle est encore dans le groupe, faut la faire rouler. Parce que qu'est-ce qui s'est passé derrière? Une fois que l'échappée est partie, avec Elie Chabet, la gagnante, etc., tout ce Hmm. groupe, Cédric Carbone, elle s'est cramée avec toutes ses attaques, elle n'en pouvait plus, donc elle ne pouvait plus rouler. Et là, on avait les Françaises, les Italiennes, les Néerlandaises. Il fallait qu'une de ces trois nations roule, et aucune l'a fait, jusqu'à ce que la France craque et décide de faire rouler Juliette Labou. Ouais, Donc en bah, en fait, plus, ce qui est dingue, hein, comme tu dis, c'est ces trois nations qui n'ont pas vraiment vu rouler. Après, nous, on avait Evita Music devant. ouais, Mais effectivement, ouais, pareil, elle avait fait trop d'efforts avant. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'on a eu un problème de jugement sur ça, comme tu dis. Et Juliette Labousse, enfin, pour en venir à elle, je sais pas ce que tu allais en penser ou ce que tu allais en dire, mais moi, je l'ai trouvée impressionnante. Et on avait peut-être une meilleure carte à jouer avec elle que envoyer Evita Music devant ou même de tout baser sur Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on a voulu garder les deux cartouches, Labou et Ferrand-Prévot, jusqu'au bout. Ouais, Le plus loin possible. C'est pour ça que c'est Vitamusi qui a suivi les offensives. Mais en fait, je pense qu'on aurait dû envoyer Juliette. Si on était si fort, si sûr de ça, du fait que Pauline, si ça arrive, si c'est le groupe des favoris qui arrive, que Pauline allait être capable de les battre, fallait envoyer Juliette Labou devant et laisser Pauline dans le groupe au cas où ça rentre. Là, on a décidé de garder les deux jusqu'au bout pour au final craquer et en sacrifier une. Et pour moi, ça a ouais, été stratégiquement complètement stupide. ouais.
je sais pas si stupide est le mot, mais en tout cas, je pense que comme disait Pauline, il n'y a pas eu une bonne communication. Ou non, c'est Juliette Labousse qui disait ça, je sais plus. Que la communication n'a peut-être pas été optimale. On sait qu'il n'y a pas les oreillettes sur les championnats du monde, donc ça y joue. Moi, quand j'ai vu l'effort qu'elle a fait pour réduire un maximum l'effort, je me dis si elle est devant, elle peut partir à 4 effectivement pour la victoire. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que on laisse partir, je crois, c'était un groupe de 20 coureurs à la base, même un peu Ouais, c'est un plus. gros groupe, hein. C'était un gros groupe, hein, à 50 km de l'arrivée sur un circuit aussi sélectif, quand après, tu as deux ou trois coéquipiers maximum qui vont rester avec toi. Devant, ça va rouler, ça va pas se relever parce qu'effectivement, bah, ils n'ont pas de chance à la pédale sur 15 km par rapport aux autres favorites. Surtout que l'arrivée, elle se fait. Alors, Pauline ne fait pas le sprint parce que bah, elle n'était pas venue pour ça. Mais Demi Vollering, Nievadova, je crois. Ouais, J'ai oublié il va son nom. demain. Merci, Nievadova. Et j'ai oublié le nom de la coureuse qui a gagné Liège-Bastogne-Liège. Hmm. C'est qui a été maillot jaune sur le Tour de France. Euh, Ah, j'ai oublié son nom, en plus je le connais. Bon, bref, c'est coureuses qui arrivent tout ensemble, donc c'est même pas. Il n'y en a aucune qui a tenté derrière pour se dire bon, vas-y, je vais essayer d'aller tenter mon va-tout pour aller au moins chercher un top 5 quitte à tout perdre. Non, elles ont voulu jouer une septième place. Effectivement, je pense qu'on n'a pas été optimal, mais je pense que tout le monde était à sa place, tout le monde était comme ça au niveau des pulses, parce qu'on l'a vu sur la course garçon que c'était la même chose. Parcours ultra sélectif. Euh, D'ailleurs, je ferai peut-être un parallèle avec le parcours des championnats d'Europe, où j'ai un peu regardé, c'est un peu différent, donc je pense que ce sera pas si simple que ça pour un certain Tadej Pogacar chez les hommes. Et je pense pas qu'un gros groupe comme chez les femmes puisse faire la diff. Mais parce que là, c'était vraiment toboggan. Donc c'est-à-dire que tu as tes efforts de 4 5 minutes à bloc dans les phases montantes, ouais. et tu vas pouvoir, même si tu vas effectivement consommer de l'énergie parce que tu es dans l'échappée, mais dans les phases descendantes, tu vas pas perdre de terrain. Tu vas pouvoir aller, tu vas perdre 10 15 20 secondes sur les montées, mais à partir du moment où tu as laissé plus de 2 minutes à l'échappée à 30 km de la ligne, c'était réglé, quoi. Hmm. J'aimerais aussi qu'on parle vite fait de l'Italie. Parce que bon, on a parlé de la stratégie de la France que j'ai trouvé loupée. Les Néerlandaises, alors elles m'ont déçu, mais j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas en forme, même si au final c'est Non, en plus, Vollering qui fait ouais. pour la septième place. Van der Breggen ou Vollering, on les a vues, elles étaient en difficulté, je pense qu'elles n'avaient pas la force pour le faire. Euh, les Italiennes, je pense qu'elles étaient pas si mal. Elles étaient même peut-être un peu mieux que les Françaises. Par contre, Barbara Malcotti, alors soit c'est la pire équipière, j'extrapole un peu, hein, mais soit c'est la pire équipière du cyclisme, soit elle a clairement voulu jouer sa carte. Parce que elle part dans la roue de, je sais plus c'est Kim LeCourt ou non Ouais, c'est pas pour c'est le match, Marine tellement. Rosser, il me semble. Ouais. Bon, elle part, elle regarde même pas derrière, alors que du coup derrière c'est sa leader Longo Borghini qui roule. Elle a une vingtaine de mètres devant, elle se retourne même pas pour savoir qu'elle doit s'arrêter ou non. Après, au final, elle se fait reprendre. C'est elle qui se remet à rouler. Sauf que du coup, elle met un rythme un peu trop fort. Elle décroche Longo Borghini de sa roue. Et elle ne regarde même pas derrière. Elle continue d'avancer. Et pour moi, je suis désolé. À mon avis, elle jouait sa carte. Je vois pas à quel moment elle s'est dit elle a travaillé pour sa leader. Ou alors c'était très mal fait. Ouais, ouais, je pense que t'as eu un peu de tout, mais effectivement, je pense que c'est un circuit qui, dans tous les cas, sur des courses d'équipe, devait être compliqué à gérer. Parce qu'on l'a vu chez les hommes, que ça a été aussi très décousu chez d'autres nations, bah, notamment en Italie aussi. Moins que chez les femmes, mais que c'était compliqué en fait de gérer ça. Mais d'ailleurs, on l'a vu chez les hommes, hein, parce qu'ils n'ont pas attendu 50 km, ils ont attendu 100 km pour se mettre dessus, parce que bah, on a bien vu qu'un gros coup pouvait partir et faire la différence, parce que après, tu as zéro temps mort, tout le monde va être dans les mêmes niveaux à peu près dans les montées, sauf défaillance, tout le monde va être à sa place, et dans les phases descendantes, tu peux récupérer même si tu vas devoir pédaler. Donc, moi, par rapport à ça, je pense que tu as forcément
ouais, une difficulté à contrôler. C'est pour ça que je pense pas que la France loupe complètement sa course. Effectivement, les résultats sont décevants. Mais comme tu disais, ils sont décevants aussi pour les Pays-Bas, ils sont décevants pour l'Italie, voilà, l'Espagne un petit peu aussi, même s'il y a quand même un podium. Il n'y a que la Euh, Suisse, parmi les équipes favorites, qui a la fait une belle Suisse, course. effectivement, ouais, j'ai pas effectivement continué sur la Suisse. Euh, Dans tous les cas, je pense que c'est bien d'avoir un champion du monde frais chez les femmes. Ça va augmenter la popularité du sport au niveau des femmes. Ça va aussi ouvrir un peu plus l'international, le cyclisme féminin. Je pense que c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas plus mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, on va peut-être se concentrer sur les hommes maintenant. Je te laisse peut-être commencer là parce que je me suis permis de commencer chez les femmes. Donc vas-y, je te laisse peut-être la parole en premier sur ça. Eh ben, je sais pas ce que tout le monde en pensait parce que du coup, je sais que les gens n'aiment pas trop quand Pogacar parle de loin et disent que que ça casse un peu le suspense. Moi, j'ai beaucoup aimé la course homme. Je trouve qu'il s'est passé pas mal de choses. Pogacar est certes est parti à 100 km, mais il n'est pas parti seul. Alors, bon, on a vite vu que ça allait quand même être le seul à être capable de tenir, mais je trouve qu'il s'est passé pas mal de choses. Euh, on va parler de Remco évidemment. Ouais, très belle course. Euh, Offensive, je suis pas sûr que Pogacar, au moment où il fait son accélération, je suis pas sûr que dans sa tête il se dit je pars seul et je plie la course tout de suite. Je pense qu'il voulait accélérer, diminuer fortement le groupe et tester les forces en présence. Après, on sait très bien que du coup, quand il accélère et qu'il veut tester les forces en présence, souvent très peu sont capables de suivre. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Il est parti avec deux coéquipiers. Du coup, ils sont partis à 3 et ils se sont vite retrouvés à 2. Enfin, ils sont partis à 2. Isaac Del Toro les a rejoints, puis Isaac Del Toro et Pogacar ont lâché Juan Ayuso dans la montée suivante. Mais oui, je trouve qu'il s'est passé pas mal de choses. Et du coup, pour moi, c'était quand même une belle course, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ouais, je pense que c'était une belle course parce que effectivement, dans tous les cas, on n'était pas à l'abri d'une défaillance du côté de Tadej Pogacar. On l'a vu quand même serrer les dents par moment, même s'il a réussi à accélérer le rythme dans les deux derniers tours après l'accélération de Remco. Je crois que les deux derniers tours, il est fait à 42 de moyenne, ce qui est énorme sur ce circuit-là. La moyenne est de 40, je crois, sur l'entièreté de la course, donc ce qui est aussi un rythme effréné quand on sait qu'il y avait plus de 5000 mètres de dénivelé. Effectivement, je pense que l'attaque, de toute façon, on le disait dans le podcast avant la course, que cette ascension du Mont Kigali, elle allait générer des gros mouvements. Alors, on s'attendait peut-être pas à ce que lui-même, même si on l'avait peut-être un peu mis en preview, ce que lui-même fasse une grosse sélection. On pensait que ça allait être plutôt l'équipe de Slovénie, mais au final, ils ont mis la machine en marche avant, Oui. en utilisant aussi l'équipe de Belgique, qui est un peu l'équipe d'Italie. Et Pogacar s'en est occupé lui-même, juste derrière. Alors je pensais réellement qu'Ayuso allait pouvoir aborder un peu plus la course avec eux devant, mais c'est vrai que par rapport à son poids, à son style de coureur, apparemment il avait peut-être un petit ennui mécanique, on sait pas trop. Je pense que dans tous les cas, il est peut-être pas aussi à l'aise sur les pavés. Son style sur le vélo est peut-être... alors il est très incisif, il sait bien rouler, mais par rapport à les deux autres, je pense que ces efforts-là où il faut rester assis sur la selle longtemps, ou en tout cas pouvoir poser vraiment sur ces monts pavés et sur ces répétitions d'efforts, je pense que c'est pas trop fait pour lui. N'empêche que c'est pas impossible que lui gagne une flèche wallonne ou un Liège-Bastogne-Liège, je pense qu'il en a les moyens, mais c'est plus un profil type grimpeur, Mm. grimpeur puncher, parce qu'il a le punch pour faire la différence, mais sur des efforts où effectivement il faut rester assis sur la selle, il a peut-être pas la corpulence pour, ou en tout cas la technique pour, en tout cas ça c'est sûr. Je pensais aussi que Isaac Del Toro allait accompagner un peu plus, mais bon, c'est sa première grosse course avec autant de kilomètres. Alors, je me trompe peut-être, il a peut-être déjà fait un Milan-San Remo. Mais en tout cas, il est novice aussi, lui, comme Paul Sexas, sur ces distances-là. Mm. Et au final, il vient quand même faire, je crois, dans les 10 Oui, premiers. septième, il La s'est bien septième, rendu. ouais. Alors que moi, je le pensais le voir exploser, hein. Au moment Oui. où il est repris derrière, je pensais qu'il allait exploser complètement. Je pense qu'il a dû C'est parce que se, tous ceux qui l'ont repris étaient cramés aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que je disais que la course a été complètement décousue, que c'était impossible de gérer en tant qu'équipe derrière, parce que tout le monde à arriver en haut du Mont Kikali était à sa place en fait. Tout le monde était à sa place, tout le monde avait déjà entamé ses batteries.
Et on l'avait dit que la course allait se résumer à deux personnes, Remco et Tadej. Tadej a fait son truc devant. Remco, je l'adore, hein, mais il nous a fait du Remco, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Avant de qu'on parte plus vraiment sur le Karemko, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire tous les deux là-dessus, euh, il y a juste un petit truc qui me chiffonne un petit peu. Ça fait longtemps qu'on le sait, hein. Mais Tadej Pogacar est plus fort et souvent on dit les mecs se battent aujourd'hui pour la deuxième place. J'avais l'impression que de plus en plus de personnes essayaient de suivre Tadej Pogacar pour les offensives depuis une saison, alors qu'il était très fort, hein, mais que les gens tentent de le suivre. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression que si on fait ça, parce que pour moi, Isaac Del Toro, clairement, c'est le deuxième voire troisième plus fort de champion du monde. Hmm. Sauf qu'en fait, il a voulu suivre Pogacar. Ayuso, la même chose. Et en fait, t'as beau faire partie des plus forts, si t'essayes de suivre Pogacar, t'exploses. Et du coup, je me dis, c'est bête, parce qu'en fait, c'est soit tu vas avec le panache, t'essayes de suivre le plus fort, et en même temps, c'est ce qu'on veut voir. Et en même temps, on se dit, bah c'est dommage, parce que le deuxième, le troisième plus fort, ils font sauter leur cartouche, parce qu'ils suivent Pogacar. Est-ce qu'ils auraient pas dû jouer la deuxième place dès le début, et plutôt laisser partir, et se concentrer sur Remco? Alors pour reprendre sur ce que tu dis sur ça, je pense que Juan Ayuso, effectivement, il s'est peut-être vu trop beau compte tenu du parcours. Même si derrière, au-delà de ça, effectivement, il explose sur le mont pavé, j'ai oublié le nom, sur la côte pavée là, mur de Kigali, je crois qu'il s'appelle. Mais derrière, il fait encore une course de poursuite derrière. Il se Ouais. retrouve avec Pavel Sivakov, il abandonne pas. Et d'ailleurs, il fait top 10, il me semble. Il fait huitième, juste derrière Del Toro. Tiens, bah voilà. Donc en fait, les deux, à mon avis, ont eu raison de vouloir suivre. Je pense qu'il y en a un qui s'est vu, comme je te disais, trop beau techniquement et sur ce genre d'effort euh, répétitif, parce qu'effectivement, être grimpeur, une fois que l'attaque elle est placée, sauf si t'en mets de temps en temps, parce que l'autre te suit, tu vas lisser ton effort pendant 20 minutes. Là, il faut reprendre, ressortir, surtout sur des monts pavés où tu vas monter très fort dans les watts et dans le cardio. Isaac Del Toro, je pense que dans tous les cas, c'est bien qu'il l'ait fait. Au moins, il sait où il en est physiquement. Ouais. Il a pas suivi tout de suite, il est revenu au train. Donc je pense qu'il y a Je une pense certaine. qu'il a suivi plus longtemps que Ayuso. Ouais, voilà, et effectivement, je pense qu'il a cette maturité-là qu'il a obtenue pendant le Giro. Et effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il est largement dans le top 5 des plus forts sur ce championnat du monde. Il fait une belle fin de course, même si on le voit plus à l'écran après, derrière, il fait quand même 7. Et pour suivre ce que tu disais sur Pogacar, effectivement, il y en a qu'un aujourd'hui qui est capable de le suivre sur ce genre de course, comme son nom, c'est Jonas Vingegaard. Ouais. En tout cas, sur ces ascensions-là. Effectivement, si on n'avait pas connu une longue montée avec un jour un peu compliqué, beaucoup de dénivelé, une chaleur importante, peut-être que Remco aurait pu suivre. On le sait. Mais s'il n'y avait pas eu ce monde qui galimait. Par contre, sur des efforts effectivement assez longs comme ça, il n'y en a qu'un qui peut le suivre. En montée, je parle, effectivement, sur le plat, on en a d'autres. Euh, c'est Jonas Vingegaard. Et encore, effectivement, depuis sa blessure l'année dernière, il faut qu'il arrive à récupérer ce niveau qui était le sien, voire passer l'échelon au-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à le suivre parce que c'est là où tu le mets le doute, tu lui mettras le doute. C'est comme ça qu'à chaque fois il craquait face à Jonas Vingegaard, c'est parce qu'il avait le doute au bout d'un moment. Mais là où je mettrais une nuance dans ce que tu dis, alors effectivement, je suis d'accord dans les grandes lignes, mais là où je mets la nuance, et ça va aller dans ton sens et en même temps pas dans le tien, c'est que la course, elle s'est quand même faite derrière lui pour le rattraper. Tu sais, par rapport à l'année dernière, où tout le monde s'est demandé ce qui se passait, et à 50 km de la ligne, tout le monde se disait, OK, on va jouer la deuxième, parce qu'on n'arrivera pas à le reprendre. Et encore, je dis 50, non, 20, parce qu'à un moment, l'avance fondait. Euh, Là, on a joué la victoire. Benelli, il pensait à la victoire. Tom Pidcock, il a fait ce qu'il a pu. Qui est-ce qui l'a accompagné Remco et Benelli déjà? Skynes, Skelmose, et il y en avait un autre. Skynes était avec Non. eux ou il est non, c'était attends, Non, qui a c'était derrière. Il y en avait un autre. J'ai oublié qui les c'était accompagnait. Pitcock. Oui, il y avait Pitcock, mais. Tous ils étaient Oui, tous. c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu vois, même Skelmose, il prenait ses relais. Parce que, effectivement, et avec l'Amstel Gold Race, on s'est dit peut-être qu'on peut reprendre Pogacar à un moment donné. Oui, Skelmose l'avait vécu donc Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je pense que maintenant, comme tu dis, on a ce truc de on peut battre Pogacar si on joue la victoire jusqu'au bout. Faut plus jouer la deuxième derrière lui.
Mais effectivement, il est encore une tête au-dessus de tout le monde. Si tu le suis tout de suite, soit tu prends pas de relais et tu attends de voir comment ça se passe, soit, bah, effectivement, tu serres les dents, quoi. Donc, surtout sur un parcours comme ça, où quand le mec il est en zone 2 il fait du 340 watts pendant l'entraînement. Enfin, sur ces parcours comme ça, on sait très bien qu'il est capable de tenir plus de 400 et quelques watts sur une longue période. Et puis il l'avait préparé son coup. Donc effectivement, voilà. Benny tu avais parié, fait quand même podium. Donc ça, c'est J'avais plutôt parié cool. sur une course, comme on le connaît, très offensive et tout Une ça. course de C'est ce qu'il a taré, de fait. façon. Qu'il fasse troisième, j'étais pas sûr parce que je pensais qu'elle allait griller trop de cartouches. Mais Ah, finalement, mais c'est. Non, mais tu sais, quand je l'ai vu dans le groupe de poursuivants, je me suis dit, allez, ça, c'est le groupe des tarés. Hein, il va faire 3. Et de toute façon, il a une tête de plus que tout le monde parce que Skelmoseux, je le voyais pas sur une course aussi longue comme ça, complètement décadenassé, être meilleur que Benili. parce que On peut Illy, peut-être. dans deux groupes de poursuivants, il était d'abord parti avec Sivakov et Ouais, Ono ouais, Kunitsu. ouais, ouais, tout à fait. Je pense aussi que la course aurait été bien différente si Remco avait pas fait du Remco. On pourra spéculer autant qu'on veut sur l'histoire de la selle. Excuse-moi si t'entends le chien derrière. Mais, euh, mais effectivement, on pourra spéculer autant qu'on veut. Pff, apparemment, le mécano a quand même dit que normalement, il n'y avait pas de sujet dessus, quoi. C'est ça, le mécano a dit on a vérifié 3 fois et il n'y avait pas de problème. Ouais, donc tu vois, c'est assez spécial. C'est du Remco tout craché, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce qu'il prend vraiment un nid de poule dans la montée? Parce que je sais plus, du coup, c'est le mécano, c'est Campenard qui dit que justement Remco a pris un nid de poule dans la montée qui a fait bouger sa selle. Ça peut arriver. Oui, ça peut Euh, arriver. et que du coup, il décide de. Donc, il s'énerve un peu parce que forcément, quand ta selle est mal placée, forcément, tu perds beaucoup de watts. Et quand tu essaies de suivre un Tadej Pogacar, forcément, ça aide pas. Euh, Après, est-ce que c'est ça qui l'a fait lâcher? Parce que du coup, il n'a pas lâché il n'y a pas que Pogacar qui lui sont passés devant et qui l'ont distancé dans le Mont Kigali. Euh, du coup, là-dessus, je veux bien le croire que c'était un problème de selle. Il change de vélo une première fois. À ce moment-là, normalement, je vois pas à- pourquoi il y aurait eu un problème de selle sur ce deuxième vélo. C'est là que je comprends pas. Les mécanos Ouais, viennent ouais, de c'est changer clair. de vélo dès le départ avec un vélo mal réglé, ça me paraît peu probable. Ouais, ouais, et puis je pense que il y a eu, à mon avis, à un moment, il a dû se dire, attends, j'ai mal aux jambes. Tu sais, c'est comme toi, quand tu changes un réglage sur le vélo, tu te dis forcément, il y a un truc qui déconne sur le réglage, et tu vas faire ta fixette dessus pendant 1 heure. Parce que après, quand il a repris son vélo or, tout allait bien. Tout allait bien, il a pu rouler. On en parlera encore des moments, excuse-moi, vas-y, je te laisse reprendre peut-être ton process. Euh, oui, donc quand il reprend son vélo or, c'est vrai qu'on le revoit revenir beaucoup plus en forme, beaucoup plus fort. Il se remobilise. Après, il y a deux choses. Donc, quand le mécano a dit qu'il n'y avait pas de problème sur le vélo, c'était sur son premier vélo ou sur le deuxième? Est-ce qu'ils ont vérifié le deuxième vélo qu'il a Bah, rendu et se dire, bah mince, il n'y avait pas de problème sur celui-là. Là-dessus, apparemment, ils ont vérifié les deux et il n'y avait pas de problème. donc déjà la première histoire du nid de poule, donc c'est faux à ce moment-là. La scène n'a pas Oui, bougé. ou alors je pense qu'il a peut-être bougé, tu sais, c'est comme quand tu bouges dans les chaussures, peut-être qu'il n'était pas assez serré, peut-être que la Oui. cale a bougé, tu vois, ça peut être d'autres choses. Euh, je pense que le nid de poule, s'il en parle, c'est que ça a dû être violent sur le moment. Comme je te dis, Remco, il a fait du Remco, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal, il fait une fixette dessus. C'est ça, on le voit souvent faire ça. En fait, c'est pas qu'on le voit souvent faire ça, alors oui, mais aussi on le voit souvent perdre son sang-froid. Là, du coup, je vais parler du deuxième changement de vélo. Oh, non, mais j'ai halluciné. Il n'attend Halluciné. même pas sa voiture. Alors que, je vais pas commencer à faire le mec, je suis pas d'expérience. Remco a beaucoup plus d'expérience que moi en cyclisme, évidemment. Hmm. Et pourtant, mais moi je sais qu'on attend que la voiture arrive quand on a un problème mécanique pour rouler le plus longtemps possible, pour que du coup derrière ce soit plus simple de rattraper le groupe, non seulement pour toi, mais aussi pour tes coéquipiers qui te ramènent. Parce que du coup, il a flingué deux de ses coéquipiers qui ont dû le ramener parce que lui n'a pas voulu attendre la voiture. Ouais, Après, ouais, et puis en plus, tu arrivé en haut de la côte, tu arrives sur des routes assez larges.
tu peux attendre et te laisser glisser, quoi. Oui, et donc en fait, je pense pas que ce soit parce que stratégiquement il est pas au courant quoi. Je pense qu'il le sait très bien. Mais dans ces moments-là, il perd son sang-froid. On l'avait vu, c'était quand il crève sur au JO. On Oui, le, on le voit. Alors, bien sûr que c'est stressant. Tu dis mince, j'ai fait tous ces efforts, je peux me faire ouais, attraper. t'as que quelques Mais secondes, ouais, c'est il est en clair. panique complet et il pète un plomb. Il veut à tout prix un vélo. Il perd ses moyens. Il gaspille l'énergie. Alors, bon, la course était gagnée sur les JO. Mm. Euh, mais je pense qu'il a un gros problème sur la gestion de ses émotions quand tout ne se passe pas bien pour lui et ça lui fait commettre des erreurs. Et je pense qu'il a commis des erreurs à cause de ça parce que tout se passait pas bien pour lui. Et du coup, ça a été en cascade jusqu'à ce qu'il récupère son vélo et qu'il arrive à se remobiliser mentalement et à faire une très belle course. Ouais, et surtout, c'est ça, il fait une très belle course parce que à part mon Kigali, derrière, il perd de l'énergie effectivement mentalement et lors des changements de vélo. Et puis en vrai, l'air de rien, sur les 60 dernières bornes, il perd pas de temps sur Tadej Pogacar. C'est ça, il leur Donc prend vite, il leur prend un peu, il leur perd dans les il en montées. repère un peu, il en repère un peu, mais après tu décroches aussi mentalement dans le dernier tour. Euh, tu peux te dire que le niveau il n'était pas si écarté cette année que ça entre les deux. Effectivement, il est très écarté si on s'arrête sur le Mont Kigali, mais je pense sur l'entièreté de la course, il avait la fraîcheur nécessaire de par l'absence de compétition par rapport à Tadej Pogacar, qu'il avait bien préparé ses championnats du monde, qu'il était en très grande forme, et ça s'est vu encore aujourd'hui sur le championnat européen de contre-la-montre où il met 40 secondes à Ghana et tout le monde après à 1 minute. Il rattrape Stéphane Kuhn qui disait que c'était pas le meilleur rouleur de l'histoire sur un podcast Eurosport quelques jours auparavant. Euh, c'est une machine le mec à rouler. Genre même quand tu le vois sur un vélo de route, putain, l'aérodynamisme il est dingue. Donc je pense que là, il avait vraiment un coup à jouer. Alors, je dis pas qu'il aurait été champion du monde. Je pense que dans tous les cas, même s'ils partent à deux au sprint, sauf si Tadej Pogacar, il était vraiment dans le dur, jamais de la vie il gagne. Je pense que même dès le début de la côte finale avec le pavé, Pogacar en met une et c'est réglé. Il aurait lâché dans les montées quand même, mais l'écart aurait été beaucoup plus faible. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que c'était pas si joué que ça pour Pogacar. Et effectivement, la panique qu'il a dans ces moments-là lui dessert réellement. Effectivement, comme tu dis, les JO, bon, effectivement, la course a été à peu près gagnée, sauf vraiment, il n'y avait pas de voiture, pas de vélo. Bon, il aurait fini sur un pneu, hein, il serait démerdé. Hein. Donc, Bah non, parce que du coup, il s'est arrêté, il est en panique. Donc imaginez la oui, oui, stratégie oui. qu'il Mais faut tu avoir. vois, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, s'il n'a pas checké que la voiture était derrière, tu finis sur un pneu. Il restait deux virages. C'était une longue ligne droite le long des quais. Après, tu ne risques pas de glisser normalement, sauf Oui. voilà, c'est une catastrophe. Normalement, tout est bon, quoi. Donc, c'est dommage. On verra ce que ça donne dimanche sur les championnats d'Europe parce que le parcours est différent. Comme je le disais en début de podcast, t'as plus c'est toboggan aussi parce que ça reste un championnat. Donc généralement c'est assez toboggan. Mais tu as des longues montées, mais c'est quand même, je trouve, t'as des parties très raides. Mais tu as aussi des parties très roulantes entre chaque côte qui fait que si ça s'organise derrière toi, tu peux pas non plus prendre 1 minute facilement, comme c'est peut-être un peu plus le cas sur des efforts intenses, courts et des phases récupérantes un peu plus souvent, comme ça a été le cas à Kigali. Là, tu dois pédaler un peu plus fort, plus longtemps, quand même, sur ce championnat d'Europe. Je pense que c'est un parcours qui convient d'ailleurs un peu plus à Remco que sur les Kigali, que à Kigali. Alors, ça convient aussi très bien à Pogacar. En plus, on aura Jonas qui y sera, donc ça, c'est top. Alors, on sait que Jonas, c'est différent sur les courses d'un jour. Je sais pas ce que ça aurait donné si Jonas avait été là sur ce championnat du monde. Effectivement, il est moins en forme cette année, mais il n'a pas dominé la Vuelta de la tête et des épaules, même s'il a été maître des événements. Euh, mais un grand Jonas, je pense que ça aurait pu être intéressant sur cette course. Et on n'enlève rien au sac de Tadej Pogacar. Ce qu'il fait en partant à 104 km de l'arrivée, c'est encore monstrueux. Grosse prise de notes sur Isaac Del Toro à l'avenir. Je pense qu'on va le revoir sur d'autres classiques. Mais, euh, mais oui, on n'enlève rien à Tadej Pogacar, mais dommage pour Remco. Je suis d'accord avec toi. J'espère que chez Red Bull, avec un encadrement qui est différent, ça va peut-être lui permettre de passer un cap sur ça. Oui, j'espère pour lui. L'équipe de France, t'en as pensé quoi de, de nos quoi?
Euh, Moi, on peut pas leur... Malheureusement, Junior était malade, donc déjà, c'est Ouais, pas passé. On a eu Valentin Madouas avant la course qui disait qu'il était dans les jambes de sa vie, on ne l'a pas vu. ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est typique FDJ, ça, j'ai envie de te dire. Euh, je pense qu'on n'a pas été moche. En tout cas, on a fait au maximum de ce qu'on pouvait faire, comme chez les filles, mais peut-être avec un peu plus d'intelligence. On savait que le podium, ça allait être déjà compliqué. On visait un top 5, un top 10. Euh, pour moi, Pavel Sivakov roule très bien. Pour Ouais. moi, il fait zéro effort superflu. Il n'est pas un contre-temps. Parce que dans tous les cas, je pense que le groupe Benini, Remco, Skelmose, c'était peut-être un ton au-dessus de lui. Il aurait pu suivre, mais il aurait explosé. Il aurait pas. Allez, il aurait fait top 10, oui. Il aurait fait top 10. Mais il n'aurait pas fait top 5 non plus là-dedans. Donc il a couru sur les moments de flottement et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Alors effectivement, il finit derrière Paul Sexas, mais Paul Sexas, il a suivi la course, il subit la course, Mm. même s'il fait une très belle course. Il fait 11e, 13e, 13e. 11e, Ouais. 11e, je pense, ouais. Donc à 19 ans, enfin, de 18 ans ou 19 ans d'ailleurs, je sais plus. Il vient d'avoir 19. Ouais, c'est ça. Donc on peut rien lui reprocher. Il a jamais couru autant. Là, et en plus, il se tape les championnats européens juste derrière. Je pense qu'il va avoir beaucoup appris en l'espace de 15 jours. Mais, et il a mérité sa fin de saison tranquille, je pense. Là. Euh, moi, je pense pas qu'on ait mal couru. Je pense qu'on a couru avec nos forces. On a essayé de profiter des moments de flottement pour voir si on pouvait décider quelque chose. Et je pense que c'était la stratégie à faire, puisque bah, je pense qu'ils ont appris de la course femme avec ce moment de flottement où c'est sorti à 20. Alors effectivement, il y avait déjà un écrémage qui avait été fait à 100 km, il ne serait jamais sorti à 20. Mais sur un malentendu, tu peux viser un top 5 comme ça, sortir avec un petit groupe. Remco qui perd les pédales, il peut pas rentrer derrière, il n'y a personne qui va rouler derrière toi. Euh, je pense que c'était pas idiot la manière dont on a couru. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt satisfait de Sexas et de Sivakov. Alors, malheureusement, Julien Alaphilippe était malade, Madouas, on l'a pas vu du tout, et on a perdu Louis Barré aussi. Euh, Après, Gégat et Paré-Peintre, bon, ils sont lâchés assez tôt, ils ont pas pesé sur la course. Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas en forme. C'est... 28 et 28 et je sais plus. Bon, ils finissent, on les voyait même plus à l'écran. Ça, c'est un truc que je Ouais. reproche un petit peu, c'est que à la fin, alors je sais qu'on montre souvent ce qui se passe devant, sauf qu'il y avait une minute d'écart entre Remco et Tadej. Et derrière, on nous disait que Paul Sexas était dans un groupe avec Oui, on Pitcock, n'avait pas de news derrière ce groupe-là. Ouais, je suis d'accord. mais on n'avait pas de news de ce qui se passait entre eux deux. Du Ouais, coup, parce que le taureau, on a été surpris hein, de le retrouver là. c'est ça, parce qu'en fait, j'entends que un moment que Sexas passe 10e sur la ligne à un tour de l'arrivée, et on nous dit qu'il est dans le groupe derrière avec Pitcock. Sauf que moi, les dernières infos que j'ai eues de Pitcock, il s'était fait distancer du groupe Mhm. Ouais, avec Remco. Du coup, je me suis dit, ouais, bah, il est pas clairement. dixième, Sexas, il doit être septième. Donc, c'est vrai que on a manqué d'infos là-dessus. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ça arrive trop souvent, je trouve, ce genre de choses, que on se concentre trop sur les vainqueurs, mais quand la course est déjà faite, on peut aller voir ce qui se passe un peu derrière. Mais ouais, assez content de Sexas, ben, parce que tout simplement, en fait, on pouvait pas attendre énormément de lui, en même temps on attendait beaucoup parce que c'est un très grand espoir, et je trouve qu'il a confirmé qu'il avait de très bonnes jambes, surtout pour son âge, et que c'est une très belle promesse pour l'avenir. Et Sivakov, je pense que comme tu l'as dit, belle course, un peu à contre-temps dans les mouvements de flottement. Euh, il est parti un moment avec Benini, ça aurait pu faire beaucoup mieux, et surtout que c'était une période où Remco avait fait justement tous ses arrêts, etc. Donc à ce moment-là, on peut légitimement se dire Remco est hors jeu, il reviendra pas. Ouais, ouais, Et donc il y avait clairement une deuxième place à jouer à ce moment-là. Donc belle course de sa part, ça paye pas au final, mais je pense qu'il a tenté, il a fait ce qu'il pouvait, donc assez content à la ouais. fin. Ouais. Et comme tu dis, imagine, il jette l'éponge derrière, t'as personne qui va rouler comme ça. Mm, Donc, c'est ça. non, 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 pas mauvaise course, je pense. C'était plutôt pas mal. Peut-être un championnat du monde la prochaine fois, un peu plus ouvert. J'aurais bien aimé. Enfin, ce que je regrette cette année, c'est effectivement bah, que tout ce qui était Van Aert, Pedersen,
Van Der Poel, ils ont eu raison hein, de ne pas se présenter à la course, hein, comme certains vont pas se présenter au championnat d'Europe. Mais l'année prochaine, Montréal, c'est quand même assez sélectif aussi. Je suis même pas sûr qu'ils vont venir. Enfin, Wout van Aert viendra sûrement, mais Van Der Poel, je suis pas convaincu qu'il veuille venir. Mm. À part s'il en fait un gros objectif. Je trouve que, alors je sais plus si ce sera sur un circuit de Québec ou Montréal. Je crois que ce sera Montréal. C'est quand même super sélectif. Je vois pas. Après, c'est roulant, mais je vois pas Van Der Poel être capable de suivre Pogacar ou Remco sur cette course-là. Ouais, ça me paraît dur aussi. Ça me paraît très dur. Donc, Québec, c'est différent. Québec, on a déjà vu des sprinters s'imposer comme Matthews, etc. Mais, mais ouais, si c'est Montréal, on va avoir le même genre de course. Donc, peut-être un peu moins décanté quand même. Euh, Donc à voir, là on va se concentrer sur les championnats d'Europe. On a un parcours qui il ressemble un petit peu, d'ailleurs je trouve ça un peu mal placé, on n'en parle pas assez du coup de son championnat d'Europe, alors que les années d'avant c'était allez, une semaine, 15 jours avant, pendant le week-end d'ailleurs du Canada, donc c'était bien, ça faisait quelque chose d'à part. Là, bah, Remco est champion d'Europe, donc on va pas avoir le maillot de champion d'Europe de Oui, oui, donc contre-la-montre pendant dommage. un an. Donc voilà, à part s'il met des liserés bleus, c'est tout ce qu'on aura. Plus les liserés or, ça va faire beaucoup, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, mais après, c'est incroyable. Plus il devrait porter aussi celui de Belgique, hein. Il est 4 fois champion, là, hein. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est incroyable de Remco. C'est pour ça que je le kiffe, le gamin. Mais il y a un moment, j'espère que Red Bull va lui faire passer quelque chose dans le crâne sur certains trucs. Après, c'est ça aussi qui apporte cette grinta qu'il a sur le vélo. Ces moments où il lâche rien, où il s'énerve, où il est en position aéro, il a failli faire sauter Pogacar à l'Amstel Gold Race, qui venait de faire un effort important. Donc voilà, c'est génial. Mais donc à voir ce qui se passe sur cette course, je pense que Remco va avoir une envie de revanche, il va être plus attentif, il va sûrement éviter les nids de poule, peut-être vérifier les selles lui-même. Je suis un peu dur avec lui, Je mais pense que le fait qu'il ait gagné le championnat d'Europe du top. chrono, alors Hmm. bon, on s'y attendait, hein, c'est pas comme si c'était Hmm. une surprise. Je pense que mentalement, ça le remet bien parce que on a vu à la fin des championnats du monde. Il était abattu, hein. Oui, c'est ça, il est presque en larmes, assis par terre. La tête basse. Vraiment, Ouais. on se dit à ce moment-là qu'il a pris un très gros coup mental. On a l'impression que c'était Pogacar qui avait perdu le Tour de France face à Vingegaard. C'était la même Ouais. sensation. Voire pire. Parce que bon, Pogacar a quand même ce truc de tout le temps repartir de l'avant à l'attaque, etc. Donc oui, je pense que c'est bien d'avoir gagné, là ça l'a remobilisé un peu et je pense que du coup il va pouvoir nous offrir une belle course. Ouais, et puis s'il est champion d'Europe, on pourra avoir un débat en fonction de ce qui se passe en Lombardie sur qui a la plus belle saison. Parce qu'effectivement, Pogacar fait top 3 presque partout où il a été. Il gagne le Tour, il gagne deux Ardennaises, dont Liège. Il fait troisième à Milan-San Remo, il fait deuxième à Paris-Roubaix, il gagne le Tour des Flandres, il fait deuxième à Montréal, il est champion du monde, quatrième du chrono. Mais de l'autre côté, faut pas oublier que Remco a été blessé une longue partie de la saison, il gagne la Flèche Babranson, malheureusement il abandonne sur le tour. Donc effectivement, pendant les 7 premiers mois, il se passe pas grand-chose. Par contre, putain, cette fin de saison, s'il fait tout ça et qu'après derrière il fait un podium en Lombardie, tu peux te dire est-ce que c'est pas l'une des meilleures saisons de Remco Evenepoel déjà, de une. Et il y a enfin, moi j'aurais débat à savoir qui est le coureur de l'année entre les deux. Alors, je pense que dans le Tu mets débat, à Pogacar partir du parce qu'il moment a où été le c'est plus close, régulier toute l'année. statistiquement parlant, il y aura plus de débat, ça c'est Tadej évidemment. Mais dans l'esprit, on se dira Remco a battu Tadej. Ouais, c'est ça. On mettra peut-être genre Sur, le sur- comeback de l'année, quoi. sur le match entre les deux, en fait, pour moi, Tadej, il y a plusieurs matchs dans la saison. Il y a un premier match avec Van Der Poel, un match avec Vingegaard, un match avec Remco. Ou alors on peut Ouais, dire c'est qu'il un fait mec de match nul avec championnat, ouais. Van Der Poel. Et je pense même que Van Der Poel a gagné son match, hein, parce que du coup, c'est lui qui Ouais. gagne un Roubaix, etc. Mais c'est très serré. Match avec Vingegaard, clairement emporté par Pogacar. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et là, oui, si Remco est champion d'Europe, même si les champions du monde ont une plus grosse importance, je pense que le fait d'avoir été champion du monde du chrono, et puis quel chrono, l'image Ouais, il met une claque, hein. de Tadej qui se fait dépasser par Remco, ça va rester. Il y a vraiment cette image-là qui est quand même assez incroyable,
qui regagne les championnats d'Europe et qui le battent sur du chrono et qui le battent sur les championnats d'Europe sur route, ça, C'est pour ça, ouais, c'est pour pour ça l'instant, que je te ça reste disais, solide. je pense que le niveau actuel entre les deux est pas si écarté que ça, hein. Mm. Comme on disait, il perd pas de temps quand il commence à faire vraiment la poursuite. Et effectivement, au chrono, il lui met une claque. Euh, donc ouais, à voir ce qui se passe dimanche. Je pense que dimanche, ce sera un peu le vrai juge de paix. Après, je pense que, on le disait, Tadej est très fatigué. Il est peut-être un peu au bout, là, mentalement et physiquement cette année. Je pense qu'après la Lombardie, on va pas entendre parler de lui pendant 3 mois. Mais, Ouais. mais à suivre ce qui va se passer. Effectivement, si Remco continue sur sa progression l'année prochaine avec l'équipe Red Bull autour de lui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mm. C'est ça, faudra voir. Alors en fait, c'est... Oui, t'as raison, pour moi, le niveau est assez serré entre les deux. C'est juste que du coup, on attend peut-être un peu trop de Remco, peut-être parce qu'il fait un très beau Tour de France l'année dernière, et qu'on s'est dit, bon, en montagne, il a énormément progressé, et que s'il continue de progresser, il pourra peut-être les suivre. Mais en réalité, quand ça grimpe vraiment, là, le niveau est très... Il y a un gros écart de niveau. Ouais, il y a un gros Et écart, ouais. dès que ça grimpe un peu moins, que c'est un peu plus vallonné, que là, l'écart est assez faible finalement. Donc, Ouais, oui, je ouais. pense que c'est parce que c'est entre la différence, pourquoi on pense qu'il y a un gros écart de niveau, c'est qu'on attend de Remco qui performe aussi sur les montées longues et la haute montagne. Mhm. Alors qu'en réalité, c'est pas là-dessus qu'il faut attendre Remco. Mais c'est pour ça, là, quand tu vois sur son niveau, on clôturera sur ça, mais quand tu vois son niveau des courses d'un jour, l'année prochaine, j'aimerais bien le voir sur Milan-San Remo, parce que je pense que c'est pas une classique qui lui déplaît tant que ça, même si la descente finale du Poggio est un peu risquée, il a quand même progressé là-dedans. Et je pense que c'est très roulant pour lui, ces deux montées-là, de Cipressa-Poggio. Et je pense qu'il peut s'en sortir très bien sur ce genre de course. J'aimerais bien le voir sur un Tour des Flandres. Paris-Roubaix, je pense qu'effectivement, c'est pas fait pour lui. Euh, mais le Tour des Flandres, j'aimerais bien parce que t'as pas que des monts pavés. C'est une course très décousue, roulante. Même si Paris-Roubaix, ça l'est aussi, mais Ça frotte c'est un peu moins. différent. Comment? Ça frotte un peu moins sur le Tour des Flandres, même si... Ça frotte un petit peu moins. Ouais, c'est plus sélectif plutôt, ouais. déjà. Euh, Même si des fois, maintenant, sur Paris-Roubaix, déjà à 100 km de la ligne, t'as quelque chose qui se passe. Et puis surtout, bon, la Flèche Wallonne, ce sera la chasse, sauf s'il y va pas, ce sera la chasse gardée de Tadej Pogacar, vu ce genre d'arrivée. Mais par contre, l'Amstel, Liège, s'il garde ce niveau-là, je pense qu'il y a de quoi s'amuser Ouais. pour les. Mais ce Donc, serait bien on espère. d'avoir une concurrence sur ces courses qui sont clairement dominées par Pogacar. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait se concentrer sur ces courses-là, parce que je pense qu'il peut battre Pogacar sur ces courses-là. Je... À la pédale, je suis sûr qu'il peut les battre. Je suis sûr qu'il peut le battre. On l'a déjà vu accélérer dans la doyenne. Quand il est en forme, il est fulgurant. Et au pire, s'il ne le suit pas pendant 15-20 mètres, c'est déjà assez roulant derrière pour pouvoir rattraper. Donc, à chaque fin de mont. Donc, moi, je pense qu'il peut battre Pogacar sur des classiques, hors classique pavé, et Lombardie accessoirement. Mais je pense qu'il peut battre Pogacar à son jeu sur ce terrain-là. Effectivement, voir comment il passe un cap avec Red Bull sur les grands tours. Maintenant, Tout à fait. effectivement, je lui même avec toi hein, sur les grands tours. Tant qu'il y a les deux autres, il sera troisième. Oui, et tant qu'il y a les deux autres, et maintenant on peut rajouter Del Toro, Lipovic qui sera son coéquipier, et Hum, hum, hum. Ayuso qui sera plus chez UAE. Donc Être la Lidl tout est Trek, dit, ouais, plutôt. peut-être que ça pourra, on pourra peut-être avoir un grand Ayuso. Donc je suis d'accord avec toi, je pense qu'il devrait commencer à se focaliser vraiment sur les classiques d'un jour un peu vallonnés. Euh, Et les après, championnats du monde. Il est très bon sur les championnats. ça- on va peut-être pas lancer un débat maintenant en fin de podcast, Non. mais par contre, je pense pas que la Red Bull l'ait recruté justement pour ça. Je pense que la Red Bull Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est va clair, gagner un grand tour. c'est clair. Bon, en tout cas, à suivre. On en reparlera peut-être la semaine prochaine après dimanche et les championnats d'Europe. On verra aussi la fin de programme de l'année pour Tadej Pogacar en fonction de comment il s'est senti sur cette course-là. Il a dit qu'il participerait au Tour de Lombardie, mais il a quand même émis des doutes sur le fait que on ne sait jamais s'il y a trop de fatigue, il arrêtera là. J'aimerais bien Donc, qu'il n'y aille pas perso. comment? J'aimerais bien qu'il n'y aille pas, histoire qu'on ait un peu plus de suspense pour la course. Ouais, c'est ça. Et puis qu'il revienne l'année prochaine pour remettre à Et tout le monde. qu'il revienne plus frais mentalement. C'est ça.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pendant ce podcast. Peut-être un peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à débunker, beaucoup de choses à parler. On espère que ça vous aura plu. On va essayer de lancer de nouveaux formats. On va essayer aussi de lancer de nouveaux sujets cet hiver. Euh, et donc à vous de suivre pour tout ça. Bien entendu, on va revenir aussi sur des mèmes. On sait que vous aimez bien ça. Clément est quand même assez bon pour trouver les bonnes pépites. Donc on va vous revenir rapidement sur ça. Merci encore d'avoir écouté les déraillés et puis faites attention à vous. Merci, salut.